Est-ce qu'un simple coup de téléphone, passé vraiment dans la plus stricte discrétion, peut potentiellement redessiner les équilibres de pouvoir mondiaux? Ah, c'est une excellente question. Et vu le contexte actuel, la réponse penche plutôt vers le oui. Ouais, parce que c'est exactement la question centrale de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. Face à l'effondrement des règles internationales traditionnelles et surtout à l'escalade des tensions au Moyen-Orient, il y a une nation qui ressurgit comme le grand médiateur de l'ombre, l'Algérie. Tout à fait. Et c'est là que ça devient fascinant. Ah mais oui, c'est là que ça devient vraiment intéressant parce qu'une conversation récente entre les plus hauts sommets de l'État algérien et américain nous montre une réalité assez frappante. En fait, quand les canaux officiels s'effondrent, quand la diplomatie au grand jour échoue, les superpuissances se tournent vers des mécanismes hors caméra, des mécanismes d'une précision absolue. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer cette mécanique-là. Ce qui est fascinant ici, c'est d'observer comment une neutralité historique, qui a été forgée sur des décennies de politique étrangère, devient en fait l'outil indispensable pour éviter une conflagration régionale majeure. Surtout entre les États-Unis et l'Iran, quoi. Exactement. Il faut vraiment comprendre le pourquoi fondamental derrière ces mouvements. La diplomatie n'opère jamais dans un vide géopolitique, tu vois. Les récents événements montrent une restructuration profonde de la façon dont les grandes puissances gèrent leurs lignes rouges. Ouais. Et cette diplomatie de l'ombre, elle n'émerge pas de nulle part, hein. C'est la conséquence directe d'une réalité militaire sur le terrain qui est de plus en plus brutale. C'est le moins qu'on puisse dire. Bah oui, on le voit bien avec le récent avertissement du général d'armée Saïd Changria. Quand il s'est adressé aux commandants et officiers algériens, il a dressé un constat clinique du désordre mondial. Et il ne mâche pas ses mots. Ah non, pas du tout. Il ne parle pas juste de vagues désaccords politiques. Il souligne vraiment le retour pur et simple de l'option de la guerre et des interventions militaires directes. En gros, le système international tel qu'il a été conçu pour empêcher les conflits ouverts, il dysfonctionne totalement. Ouais, ce discours militaire met vraiment en évidence une fracture structurelle majeure. C'est le recul spectaculaire de l'influence des organisations multilatérales. Genre l'ONU. Voilà. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, historiquement, ça servait de soupape de sécurité. C'était un espace où le droit international dictait, au moins sur le papier, le comportement des États. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus trop ça. Aujourd'hui, on assiste à un mépris presque total de ces règles. Les résolutions sont ignorées, les vétos paralysent absolument toute action collective. En fait, le droit international devient carrément facultatif pour les puissances qui ont la force de frappe nécessaire pour s'en affranchir. Et l'impact de cet effondrement sur la souveraineté des États, c'est massif. Moi, ça me fait penser à un jeu de société Ah complexe. oui, comment ça? Imagine un jeu de société où des joueurs de tailles différentes sont réunis autour d'une immense carte géographique. Pendant des décennies, tout le monde accepte de suivre un livret de règles communs pour que le jeu continue sans destruction totale. D'accord, je vois l'image. Mais soudainement, les joueurs les plus lourdement armés décident de jeter ce livret par la fenêtre. Ils déplacent les pions hors des cases, ils ignorent les limites territoriales et ils renversent la table quand la partie ne tourne pas à leur avantage. C'est une excellente métaphore. Et dans ce scénario, les pays du Sud, ce qu'on appelle le Sud global, ils se retrouvent dans une position d'extrême vulnérabilité. Ils n'ont plus le bouclier protecteur du droit international. Ils doivent anticiper chaque coup pour survivre. Et cette vulnérabilité, elle force un changement de paradigme complet pour la sécurité nationale de ces pays-là. Dans l'avertissement militaire de Shangri-La, on parle de proactivité clairvoyante. Et ça dépasse de loin la métaphore du jeu. Sur le terrain, ça donne quoi concrètement? Sur le terrain stratégique, ça exige une transformation radicale des forces armées. Quand un État ne peut plus compter sur une coalition internationale ou sur un tribunal pour empêcher son voisin d'envahir ses frontières, la dissuasion autonome devient la seule assurance vie crédible. Il faut des armées hyper professionnalisées, quoi. Exactement. L'armée doit élever son niveau de conscience pour anticiper des transformations géopolitiques profondes, parce qu'aujourd'hui, le temps de réaction en cas de crise s'est réduit à néant. C'est fou. Et du coup, ce vide laissé par l'effritement des règles multilatérales, ça crée une paralysie. La confiance disparaît et un immense vide diplomatique s'installe. Un vide que quelqu'un doit combler. Voilà, et c'est très exactement ce vide stratégique qui donne tout son sens à l'appel téléphonique dont on parlait au tout début, cet échange direct entre le président algérien, Abdelmajid Tebboune, et Massad Boulos, qui est le conseiller principal du président américain. Ce n'était pas juste un coup de fil de courtoisie. Ah non, rien d'une formalité administrative ou d'une simple évaluation de routine sur le Moyen-Orient, pas du tout. La nature même de cet échange révèle la gravité de l'impasse actuelle. Les États-Unis ont formellement initié une discussion sur l'utilisation de canaux algériens discrets pour contenir l'escalade régionale. Et c'est là que je veux te relancer parce que c'est crucial.
Qu'est-ce qui caractérise matériellement un canal discret dans la diplomatie moderne? C'est une question très importante. Parce que honnêtement, pourquoi une superpuissance mondiale comme les États-Unis a besoin d'un intermédiaire? Ils ont le réseau d'ambassades le plus vaste de la planète, des agences de renseignement énormes, des lignes ultra sécurisées. Pourquoi ne pas utiliser leurs propres forces diplomatiques de manière frontale pour exiger une désescalade? Ce qui est fascinant ici, c'est que la réponse réside vraiment dans la psychologie d'État, et surtout dans l'impératif du déni plausible. Le déni plausible. C'est-à-dire, Dans un conflit hautement polarisé, la communication directe entre deux puissances antagonistes, c'est politiquement radioactif. ça leur coûte trop cher politiquement. Exactement. Si des officiels américains et iraniens sont vus en train de négocier ouvertement alors que leurs alliés respectifs s'affrontent sur le terrain, les dirigeants perdent immédiatement la face devant leurs opinions publiques ou devant les franges les plus dures de leur propre gouvernement. Voilà. S'afficher en train de parler à l'adversaire, c'est perçu comme une concession inacceptable. C'est une faiblesse mortelle sur le plan intérieur. L'absence de règles multilatérales crée un vrai marché noir de la diplomatie où la discrétion devient la monnaie la plus forte. Donc, en gros, le canal discret, ça sert de bouclier politique. Ce n'est pas qu'une question de câbles chiffrés ou de technologie secrète. Non, c'est avant tout une question d'architecture humaine. Oui, on parle d'officiers de renseignement, d'émissaires de très haut niveau qui se rencontrent dans des salons d'hôtel anonymes ou des résidences d'État hyper sécurisées, loin de Washington ou de Téhéran. C'est exactement ça. Et l'Algérie offre ce sanctuaire physique et politique. Le pays tiers agit comme une zone d'amortissement stratégique. Ce qui veut dire que si la négociation échoue, personne n'est humilié publiquement. C'est le point clé. Aucun sommet n'est annulé avec fracas, puisque, officiellement, le sommet n'a jamais eu lieu. Malin. Le médiateur absorbe le choc de l'échec. Et il garantit aussi que les messages transmis sont exacts, dépouillés de toutes les postures théâtrales destinées aux médias. Tout à fait. Et le choix de l'Algérie pour abriter ces mécanismes, ça ne s'improvise pas du tout. Washington ne sélectionne pas un médiateur au hasard lors d'une crise existentielle. C'est clair, ça s'appuie sur une doctrine diplomatique qui est gravée dans le marbre chez eux, une pratique qui dure depuis des décennies, le non-alignement absolu et la médiation impartiale. L'Algérie maintient des frontières diplomatiques très strictes. Ça lui permet de parler à presque toutes les parties influentes du Moyen-Orient. Presque toutes, oui. Il faut quand même préciser qu'il y a une exception notable qui définit les contours de cette doctrine. L'Algérie refuse tout contact diplomatique avec Israël. Oui, c'est un point central de leur politique étrangère. D'ailleurs, pour bien refléter les sources qu'on analyse sans prendre parti, il faut noter que les documents stratégiques de l'État algérien désignent systématiquement ce pays sous le terme d'entité sioniste. Ce vocabulaire, ça reflète vraiment un refus catégorique de normalisation. Et cette position, elle fait partie intégrante de la lisibilité de la diplomatie algérienne pour ses partenaires de la région. En établissant fermement avec qui elle ne parlera jamais, l'Algérie renforce sa crédibilité auprès de ceux avec qui elle accepte de parler. Les limites sont claires. Absolument. La crédibilité d'un médiateur, ça se juge effectivement sur sa constance et sur son précédent historique. La mémoire institutionnelle des États joue un rôle déterminant. C'est ce fameux CV diplomatique dont tu parles souvent. Oui, et ce qui attire les stratèges de Washington aujourd'hui, c'est particulièrement la jurisprudence établie lors de l'accord d'Alger de 1981. Ah oui, 1981. Ce précédent est monumental. C'était la crise des otages américains en Iran. Un moment critique de l'histoire moderne, ce n'est pas juste une ligne sur Wikipédia, c'est un vrai cas d'école de diplomatie d'urgence qui structure encore les relations internationales. Pour bien remettre dans le contexte, la crise avait atteint un point de rupture absolu. Ça faisait des mois que c'était l'impasse. Il y avait eu des humiliations diplomatiques et même cette fameuse tentative de sauvetage militaire américaine désastreuse. Celle qui s'est soldée par un crash d'hélicoptère dans le désert iranien. Exactement. Après ça, la méfiance était à son paroxysme. Washington et le nouveau régime post-révolutionnaire de Téhéran étaient physiquement incapables de se trouver dans la même caisse sans risquer de se déclarer la guerre dans la seconde. Et c'est l'Algérie qui a pris en charge la mécanique ultra complexe de cette négociation. Ça aboutit, rappelons-le, à la libération des 52 otages après 444 jours de captivité. 444 jours, c'est énorme. Mais concrètement, comment ils ont fait ? La logistique de cette médiation illustre parfaitement ce qu'est un canal discret opérationnel. Les diplomates algériens n'ont pas simplement fait les facteurs en transmettant des lettres. Ils ont physiquement fait la navette entre des délégations qui refusaient de se croiser. Waouh, des allers-retours constants.
Et ils ont dû gérer l'architecture financière du dégel. Ils ont supervisé des comptes de dépôt complexes impliquant des banques centrales européennes. Pour garantir le transfert des avoirs iraniens gelés en échange des otages, c'est ça? Exactement. Parce que la confiance n'existait absolument pas entre les États-Unis et l'Iran. La confiance résidait exclusivement entre les États-Unis et l'Algérie d'une part, et l'Iran et l'Algérie d'autre part. Le médiateur prêtait sa propre crédibilité pour combler le gouffre. C'est fascinant. Moi, ça me fait penser à un démineur géopolitique. Un démineur. Oui. Bah oui, face à un engin explosif hyper complexe, tu ne vas pas faire appel à un agent de la circulation en espérant qu'il coupe le bon fil. C'est sûr que non. Quad spécialisé, dont l'expertise est prouvée par les bombes qu'elle a déjà désamorcées par le passé. Et l'Algérie, c'est cette force qu'on appelle uniquement quand la déflagration régionale est imminente. L'analogie est très juste. Pour les parties en conflit aujourd'hui, l'accord de 1981, c'est un sceau de garantie. C'est la preuve formelle que ce médiateur s'est gardé un secret d'État pendant des décennies. Sans jamais utiliser les concessions faites dans l'ombre pour faire de la propagande ensuite. Voilà, ce capital historique explique pourquoi un succès vieux de plus de 40 ans dicte encore la géométrie des pourparlers actuels. La confiance institutionnelle s'érode vite, mais elle se construit sur des générations. Et les Américains savent que cette expertise algérienne, elle s'est prolongée. Ils ont continué à gérer des dossiers régionaux et sécuritaires hypersensibles depuis. Tout à fait. Toutefois, et c'est très important, cette disponibilité diplomatique n'est pas un chèque en blanc. Elle est soumise à des garde-fous très rigides. C'est là que j'ai envie de te bousculer un peu. Je me fais l'avocat du diable. Mais au fond, est-ce que cette neutralité absolue, c'est vraiment réaliste aujourd'hui? C'est une critique qu'on entend souvent, oui. Bah oui, parce qu'on vit dans un monde hyper polarisé, fragmenté en coalitions agressives. Refuser de choisir un camp, est-ce que ça ne finit pas par aliéner tout le monde? Comment tu fais pour ne pas te brûler quand tu joues avec le feu? C'est vrai que la pression est énorme. Les grandes puissances exigent toujours une allégeance en échange de leur soutien économique ou militaire. Pourtant, la position du président algérien est hyper catégorique. Le pays refuse de faire partie d'un quelconque axe ou bloc. C'est une ligne rouge infranchissable. Eh bien, le grand paradoxe de la diplomatie de non-alignement réside précisément dans cette dynamique de pression. C'est-à-dire, Intuitivement, on pourrait penser qu'une position médiane est intenable à long terme. Or, la force stratégique de l'Algérie provient de son intransigeance. le fait de toujours dire non aux alliances. Exactement. C'est ce refus constant, qui est d'ailleurs souvent perçu comme obstiné par les chancelleries occidentales, d'intégrer des alliances militaires ou des pactes de sécurité qui valident sa fonction. Ok, je comprends. Si tu cèdes et que tu rejoins un bloc, tu perds ton super pouvoir. C'est ça. Si une nation cède, elle gagne peut-être un parapluie sécuritaire à court terme, mais elle détruit instantanément son capital de médiation. Elle devient immédiatement suspecte aux yeux du bloc adverse. Le pouvoir, ici, ne réside pas dans la capacité de projection militaire à l'étranger. Il réside dans l'inviolabilité de l'indépendance décisionnelle. Parfaitement résumé. Mais il y a une autre condition stricte, non? La présidence algérienne pose une condition sine qua non à son rôle de faiseur de paix. Il faut des véritables intentions de désescalade chez toutes les parties. Oui. Et ce n'est pas juste une formule rhétorique pour faire joli, c'est un mécanisme de protection vital pour le médiateur lui-même. Parce que se faire manipuler, c'est le pire qui puisse arriver. Exactement. Dans l'histoire des conflits, de nombreuses puissances ont utilisé l'illusion des pourparlers pour gagner du temps, pour réarmer leurs troupes ou se repositionner sur le terrain, tout le temps se cachant derrière l'apparence d'une diplomatie active. Donc si l'Algérie sent qu'on se sert d'elle comme d'un écran de fumée, elle fait quoi? Le retrait. C'est l'arme ultime du médiateur. Si un canal discret sent qu'il est instrumentalisé et qu'il sert de paravent tactique à une offensive imminente, il doit se saborder de lui-même. En exigeant des gages de sincérité avant d'engager son propre prestige, l'État se protège. Voilà. Continuer à parrainer une mascarade diplomatique brûlerait la crédibilité qu'ils ont construite depuis 1981, se refusent de participer à de fausses négociations, maintient la valeur de leur monnaie d'échange pour la vraie crise existentielle suivante. C'est d'une logique implacable. Ça nous amène vraiment à la fin de notre parcours intellectuel pour aujourd'hui. Si on résume brièvement, l'effondrement progressif des règles multilatérales engendre un monde de méfiance. Un monde où la diplomatie au grand jour devient juste un théâtre de posture. C'est ça, les institutions comme l'ONU perdent leur pouvoir de contrainte. Et ce vide appelle de nouveaux outils, ou plutôt la réactivation d'outils qui ont déjà fait leurs preuves, comme la doctrine de non-alignement de l'Algérie.
Une doctrine qui prouve qu'elle est la seule architecture capable de supporter le poids d'une négociation entre des ennemis jurés. Et ça replace une nation historiquement préparée au centre névralgique du jeu mondial. L'appel téléphonique dont on a parlé, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Absolument. Ça démontre que la ressource la plus rare aujourd'hui, ce n'est ni l'armement technologique ni l'argent. C'est la capacité institutionnelle à garantir le secret et à imposer le respect de ses propres lignes rouges sans se faire aspirer par le conflit. Mais ça m'amène à une pensée un peu provocatrice pour terminer. Vas-y, je t'écoute. Si les organisations internationales continuent de perdre leur influence face au mépris du droit international, est-ce que l'avenir de la paix mondiale reposera désormais uniquement sur les épaules de quelques États historiquement neutres? C'est une vraie question. Est-ce qu'on assiste à la fin définitive de la diplomatie mondiale ouverte? C'est fou de se dire que la prochaine fois qu'un sommet international rassemblera des chefs d'État sous les flashs des photographes, les vraies concessions se seront sûrement jouées des semaines plus tôt. Dans un salon d'hôtel anonyme. Voilà, à travers la ligne sécurisée d'un diplomate de l'ombre dont le nom n'apparaîtra jamais dans les livres d'histoire. C'est là-dessus qu'on va laisser ceux qui nous écoutent réfléchir. Notre exploration de ces rouages invisibles du pouvoir touche à sa fin pour aujourd'hui. Et c'est toujours un immense plaisir. Décortiquer l'anatomie de ces décisions qui s'opèrent loin des caméras, ça offre vraiment une perspective vertigineuse sur la réalité du pouvoir mondial. C'est clair, c'est indispensable pour déchiffrer la géopolitique contemporaine. Un grand merci pour tes éclairages et à très bientôt pour une nouvelle plongée analytique au cœur des forces qui façonnent notre époque. À très bientôt.